Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, je reçois Vincent et Ludovic de l'association La Smala, basée dans les Landes. Ils ont lancé de multiples projets, dont un des objectifs est de contribuer à l'insertion en milieu rural par le numérique. Une belle mission qui tient à cœur à Erwan, comme vous le savez sûrement, qui m'a recommandé d'échanger avec eux. Et vous allez voir, cet échange a été vraiment passionné et passionnant. Donc encore une fois, c'est une belle illustration de ce que le no-code peut apporter à de multiples niveaux. Allez, c'est parti. Salut Vincent et Ludovic, merci d'être avec moi aujourd'hui pour le podcast de Contournement. Donc vous travaillez tous les deux à la Smala, une association qui est basée dans les Landes, qui a de nombreuses actions, d'après ce que j'ai pu voir, et puis aussi qu'Erwan m'a dit, puisque c'est lui qui m'a mis en contact avec vous. Vous faites notamment de l'insertion par le numérique, donc c'est dans ce contexte que vous avez récemment formé des gens au no-code. Donc j'étais assez curieux d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Et puis Erwan m'a également dit que vous utilisiez pas mal de no-code pour faire tourner l'asso, pour vos ops. Donc voilà, évidemment, on va parler de ça parce que ça m'intéresse beaucoup. Pour bien commencer, comprendre un petit peu vos parcours à tous les deux, est-ce que vous pourriez vous présenter ? On va peut-être commencer par Vincent. Oui, bonjour Alexis, merci à Contournement de s'intéresser à la Smala. Donc moi je suis Vincent Péchaud, je suis cofondateur de l'association La Smala, qui est une association de développement local et d'éducation populaire, reconnue d'intérêt général. On a fondé cette association en 2013. En tout cas, il y avait une association qui préfigurait ce qu'est la Smala aujourd'hui, qui est née en 2013. À cette époque, moi, je travaillais avec Guillaume Riffaut et Denise Ortchoun, qui sont les deux autres cofondateurs de la Smala. Avec Guillaume Riffaut, on travaillait notamment sur un projet pour Arte qui visait à questionner l'arrivée des nouvelles technologies dans notre société et leur impact. Et de ces réflexions ont découlé un projet de tiers-lieu. Alors tiers-lieu, c'est un mot qu'on n'emploie pas forcément beaucoup ici à Saint-Julien-en-Born dans les Landes, mais grosso modo un lieu hybride, un lieu dans lequel on retrouverait plein de compétences, plein de gens différents, et dans lequel on ferait du lien social, on ferait de la culture, du social, de l'économie, un peu de numérique, etc. Et un peu de philo, pourquoi pas de temps en temps quand on peut. Et de la formation aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, moi mon parcours, c'est un parcours dans le... j'ai fait un master 2 de management des médias au CELSA. Ensuite, j'ai travaillé dans diverses sociétés de production, comme réalisateur, producteur, assistant de production, etc. Et puis enfin, comme chargé de projet web à Arte, au pôle web, pendant 2 ans. Et voilà. Et en 2015, donc, j'avais pleinement intégré je me suis pleinement consacré à ce projet qui est la Smala. Et aujourd'hui, je suis en charge de la partie insertion formation de la Smala. Bonjour Alexis. Alors moi c'est Ludovic, voilà c'est ça. Donc moi je viens d'une formation d'informaticien. Donc j'ai fait un DUT, je suis entré en école d'ingénieur, j'ai arrêté assez rapidement. Et j'ai monté une entreprise de développement web, pardon. Donc ça a duré quelques années, je dirais 5-6 ans. Et à peu près à la fin de ces 5 ans, j'ai rencontré la Smala sur ce projet justement de réfléchir aux nouvelles technologies. Et suite à quoi, je suis venu m'installer dans les Landes, où l'association opère. Et moi, je suis plus en charge des questions numériques dans l'association. C'est moi qui ai un peu plus les compétences techniques, on va dire. Et j'agis sur 2 pôles. Donc il y a une partie de mon travail sur le pôle formation où je vais justement travailler avec nos étudiants sur le no-code, sur le numérique, sur les différentes technologies qu'on peut y trouver. Et au sein de l'association, mettre en place des outils pour fluidifier un peu nos processus de travail, notre communication, nos manières de travailler. Ok, super. Écoute, on va avoir l'occasion de reparler de tout ça. Est-ce que vous voulez me dire un peu plus justement sur cette activité de formation et d'insertion par le numérique, et un peu peut-être avant même de rentrer dans l'action concrète, mais juste dire pourquoi vous faites ça, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que... Oui. Oui, bien sûr. Alors, donc la Smala, je disais, c'est une association qui existe depuis 7 ans. Aujourd'hui, on a 3 lieux. On a un café associatif qui est reconnu espace de vie sociale, qui fédère, on va dire,
500 adhérents, une quarantaine de bénévoles actifs, une dizaine d'ateliers par semaine. C'est des ateliers tricot, des ateliers cuisine, des ateliers des permanences numériques. Bon, c'est très varié, avec un public très varié aussi. On a un hangar partagé dans lequel on a une salle de formation justement, mais dans lequel aussi il y a 2 shapers qui font des planches de surf et une créatrice textile, une artisan. Et enfin, on a un 3e lieu qui est un atelier de fabrication collaborative, qui est un atelier dans lequel on trouve des personnes aptes à conseiller dans la fabrication de divers outils, de divers projets plutôt. Et cet atelier il a la particularité d'être dans un bric-à-brac, donc on essaie d'utiliser le maximum de rebut de ce bric-à-brac dans nos projets. Et donc on trouve des machines à commande numériques, des découpeuses laser, des imprimantes 3D, mais aussi des outils traditionnels. Et c'est autour de ces 3 lieux qu'est née l'idée, donc qui fédère des entrepreneurs, des associations, tout un tas de gens divers et variés, qui sont nos outils de travail. Donc, on s'est dit que ça serait intéressant de monter un campus rural. On parle de campus parce que ces lieux sont à cheval sur 2 villages très ruraux, un village de 500 habitants et un village de 1600 habitants. Bien sûr où on compte beaucoup plus d'habitants l'été parce qu'on est près de la côte, on est à 5 minutes de l'océan, donc forcément on a eu un afflux touristique en saison estivale. Mais grosso modo, ça reste des territoires très ruraux et avec des problématiques de territoires ruraux, c'est-à-dire des problématiques d'éloignement des services publics, d'éloignement des centres de formation, d'éloignement de la vie culturelle, d'éloignement des zones urbaines, quoi, notamment dans lesquelles on peut trouver toute cette richesse-là, d'une certaine manière. Et donc, on a eu cette idée en 2018 de monter une première formation de médiateur numérique dans cette optique d'accompagner la transition numérique, d'accompagner les usagers dans leurs usages de l'ordinateur, du numérique, d'internet. Voilà, en 2018, on avait pressenti un peu que ça allait être un enjeu, et aussi parce qu'on le voyait via nos usagers du café associatif. Donc c'était une formation certifiante, labellisée Grande École du Numérique. Et cette année, Est-ce que tu peux dire en 2 mots juste ce que ça veut dire médiateur numérique? Oui. Qu'est-ce que ça implique, tu vois? Un peu, c'est quoi les tâches d'un médiateur numérique, tu vois? Ou une médiatrice, Donc un médiateur numérique, c'est une personne qui accompagne les usages informatiques et numériques des collectivités, des entreprises et des particuliers. T'as des exemples concrets, par exemple, Ludo? Ouais, mais ça va être je veux changer ma carte grise en ligne, je sais pas comment faire, je veux faire une visioconférence avec mes petits-enfants, je veux faire ma déclaration d'impôt. Mais ça peut être aussi j'ai besoin d'un endroit calme pour télétravailler et je sais pas de quelles applications j'ai besoin. Enfin, c'est assez varié en fait. Ouais. Et ça va être vraiment des plus jeunes aux seniors. Et on essaie de toucher un peu toute cette population-là. Et nous, on se rend compte ici, là, sur le territoire rural, comme l'expliquait Vincent, que on parle beaucoup de fractures numériques et on la constate tous les jours. Donc nous, on travaille sur ce sujet-là. Et après, on peut donner aussi des exemples qui concernent plus les entreprises et leur transition numérique, ou que ce soit des auto-entrepreneurs ou des TPME. Effectivement, ça va d'une graphiste qui a besoin de se servir de la découpeuse laser pour graver des panneaux de signalétique, par exemple, jusqu'à un artisan qui a besoin de mettre en place un site internet avec quelques vidéos pour montrer ses réalisations. Donc voilà, c'est très varié. Ces médiateurs numériques, c'était des métiers assez nouveaux et assez dans l'ombre jusqu'à présent. Et puis là, le gouvernement a lancé un plan l'année dernière, un plan de déploiement de médiateurs numériques, justement pour accompagner et pallier à cette fracture numérique. Donc voilà, aujourd'hui, on en a de plus en plus dans des départements comme les Landes. Et il y en a de plus en plus par chez nous. Nous aujourd'hui, on a fait le choix de pas renouveler une formation spécifiquement médiateur numérique. On a fait le choix de prendre la médiation numérique de manière plus large, ou disons de manière plus pragmatique ou moins large du coup, de prendre la médiation numérique de manière plus spécifique plutôt, en concentrant nos apprentissages et notre enseignement sur
l'acquisition d'outils numériques qui permettent de développer du site internet, de communiquer sur les réseaux sociaux, de créer des applications, de gérer des bases de données, de déployer une communication, enfin des outils de communication interne dans une structure. Donc c'est pour ça qu'aussi on s'est intéressé aux outils no-code. Mais voilà, nous, ça, par rapport aux besoins qu'on avait identifiés sur le territoire, ça nous paraissait important de donner ces compétences-là à des jeunes qui seraient éloignés de l'emploi, parce qu'en plus, c'est des compétences qu'ils peuvent utiliser dans n'importe quel métier. Un jeune qui veut faire maraîcher, restaurateur, qui veut faire de l'aide à la personne, qui veut faire artisan, aujourd'hui est pas obligé, mais en tout cas, c'est un plus quand il se présente à l'employeur de maîtriser ces outils-là. Donc on a choisi de nous concentrer là-dessus. Et ça prend la forme d'une formation qui s'appelle Numérique et Territoire, qui dure 7 mois très intensifs, dans lequel on va trouver 300 heures, 350 heures même à peu près, consacrées à cet apprentissage-là. Et à travers, alors je laisserai Ludovic revenir plus spécifiquement sur ces cours-là, mais en périphérie de ça, on a de la philo, 35 heures de philo, on a des rencontres avec des personnes du territoire, on a des cours d'éducation critique au numérique et au web, avec un focus sur l'impact social, économique et politique du web d'aujourd'hui. On a de la remise à niveau français, on a du yoga, on a du surf, bref, on a tout un tas de cours à côté du numérique, mais c'est vrai que ça reste le cœur, en tout cas, des compétences que les jeunes vont apprendre. Est-ce que Ludovic, du coup, t'as un petit peu plus peut-être sur la partie numérique, tu veux nous en dire un petit peu plus? Alors sur la partie numérique, donc l'idée, pour différencier, parce qu'on peut vite entendre le truc, bon, je maîtrise les outils bureautiques, voilà. C'est ce qu'on peut retrouver pas mal sur des CV par exemple. L'idée c'est un peu ça, mais je dirais qu'on a modernisé un peu ce truc-là. J'espère que ça sonne pas trop prétentieux, mais l'idée c'est de dire voilà, ok, c'est super de pouvoir rédiger sur Word des documents officiels, mais par exemple mettre en place un agenda partagé au sein d'une entreprise et s'assurer que chaque utilisateur l'ait bien paramétré, soit efficace pour son usage, etc. C'est autre chose. Pareil sur des gestions de boîtes mail ou de fichiers clients. Enfin, il y a plein d'exemples en fait de choses assez simples. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, quoi. Et d'où l'intérêt pour le no-code, c'est tous ces outils qui permettent de faire des tâches qu'on pouvait pas faire avant, où il fallait passer par Excel, par exemple, et ce qui nécessitait quand même plus de formation. Là, on travaille sur des outils qui permettent vraiment d'aller vite sur ces choses-là. Donc voilà. Donc, je dirais qu'il y a, on divise ça vraiment en deux parties. Il y a les outils plus en interne et les outils de communication externe sur le numérique. Est-ce que je peux concrètement du coup concrètement, oui, je sais pas si je parle déjà des outils, mais je peux les citer, hein, ça va, donc sur toute la partie web, nous on va travailler. On peut rentrer vraiment dans le vif du sujet, quoi. C'est intéressant de voir. Moi, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, cette vision enfin, moi, je suis hyper urbain et j'ai grandi à Paris, et donc il y a plein de choses jusqu'à ce que je travaille à Saint-Plon, qui m'échappaient sur ce truc, problématique rurale. Et donc, je trouve ça hyper chouette que vous ayez un peu détaillé justement cette vision-là. Et voilà, maintenant, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'en savoir plus sur concrètement qu'est-ce que vous mettez dans vos formations. Et après, moi, ce qui va m'intéresser aussi de savoir, c'est ce que les gens font derrière avec ça, etc., quoi. Du coup, alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, prendre un tout petit peu plus de recul. Je dirais que le numérique, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui arrivent, qui sont nés avec, donc qui connaissent parfois mieux que nous des choses, mais qui parfois aussi ont des a priori ou des préjugés sur ce qu'ils connaissent. Et du coup, autant on a toute une partie technique sur les outils, mais il y a toute une partie aussi réflexion sur les médias et ces outils, à quoi ils servent, et les grandes sociétés qui font ces outils, comment elles fonctionnent et pourquoi elles le font, etc. Donc, je dirais qu'on essaie aussi de traiter ce numérique-là et de leur donner les billes pour qu'ils puissent le penser, quoi. C'est-à-dire utiliser ces outils, mais un peu en âme et conscience, en sachant de quoi on retourne, quoi. Voilà. Donc il y a
Ça, c'est une dimension qui est quand même Ça, c'est importante. hyper important, hein. Tu vois, enfin, c'est d'ailleurs, enfin, sans vouloir critiquer mon ex-employeur, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on réussissait pas très bien à Simplon, tu vois, de donner du recul et de la perspective justement sur les enjeux en fait qu'il y a dans tout ça. Alors après, bon, c'était une formation très orientée dev, mais néanmoins, même quand t'es dev, il y a des vraies problématiques d'utiliser un framework plutôt qu'un autre, d'utiliser les outils de Google plutôt qu'autre chose. Tout ça a un impact aussi sur. Enfin voilà, après ça c'est un sujet un peu hyper intéressant. On pourrait faire tout un épisode même là-dessus, mais je trouve ça chouette que tu l'évoques déjà avant même de parler des outils, quoi. Ouais, moi je te rejoins sur la formation que j'ai fait moi en IUT et en première année là d'école d'ingénieur, j'ai rencontré les mêmes problématiques quoi. C'est pas de réflexion, pas de philo, pas d'éthique, pas de questions en fait sur le pourquoi, le but de tout ça. Du coup, je crois que nous on attache pas mal d'importance à ça et c'est ce qui marche d'ailleurs parce que en faisant ça, on permet aux jeunes quand ils arrivent en entreprise, au niveau de l'analyse des besoins, des questions qu'ils peuvent poser, ils sont beaucoup plus pertinents parce qu'ils ont ce background-là, un peu de réflexion, quoi. Et en fait, cette réflexion-là, enfin, nous, on est un peu dans un paradoxe dans le secteur dans lequel on est, enfin, et dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, en milieu rural, sur des problématiques de l'écologie, du social, et en plus sur des problématiques du numérique. Et quand on est dans ce paysage-là, c'est la problématique du logiciel libre, des données, etc. va être très prégnante. Et nous, on se la pose un peu en permanence cette question-là, sans pour autant pouvoir y répondre de manière concrète. C'est-à-dire que quand même, on va être sur des outils Google, on va être sur des outils no-code qui fonctionnent avec abonnement et du coup qui fonctionnent aussi avec des données qui sont hébergées sur des serveurs qui sont pas forcément français, etc. Enfin, des législations pas forcément françaises. Bref, et du coup, en fait, cette réflexion-là, on l'aborde de manière transparente avec les jeunes et elle permet aussi pas forcément de remettre en question l'outil, mais de se dire bah, comment j'utilise cet outil, si je fais le choix d'utiliser ces outils-là, euh, pour les mettre au service du territoire. En fait, la réflexion, elle est plus critique sur le projet global, quoi. Comment je mets ces outils-là au service d'un projet qui relève de l'ESS, de l'environnement, etc., etc., quoi. Mais c'est important, tu vois, de donner du recul aux gens parce que moi je trouve que je vois vraiment ce que vous voulez dire. C'est intéressant. Nous, à chaque fois qu'on fait des webinaires sur le no-code, dans des contextes un petit peu justement de l'ESS, on a toujours ces questions qui reviennent autour de l'open source, de la souveraineté des données, etc. Mais sauf que le problème, très honnêtement, hein, c'est que les gens ne comprennent pas bien ces sujets, quoi. Et moi, je suis certes un grand fan de l'open source, par exemple, mais il faut comprendre aussi ce que ça veut dire. Tu vois, les gens, des fois, confondent open source et gratuit, par exemple. Tu vois, confondent un petit peu aussi le contexte dans lequel ils vont utiliser les outils. Donc, pas forcément les billes. Donc, c'est important, je pense aussi, d'avoir ces discussions, de les partager, parce que c'est pas forcément très grave d'utiliser dans certains contextes des outils Google, etc. Tant qu'on sait, justement, en connaissance de cause, qu'on fait ça. Et c'est pour ça que moi, des fois, ça me saoule un peu ces discussions qu'on a autour enfin, notamment dans le contexte du no-code qui maintenant nous anime, parce que je trouve que les gens n'ont pas beaucoup de recul des fois et vont juste sortir des choses systématiquement parce que c'est ce qu'ils entendent dans leur écosystème, j'ai envie de dire. Donc voilà, bon après il y a des choses pas bien, hein, c'est peut-être une petite critique que je fais là, mais je pense qu'il faut un petit peu, voilà, il faut en parler en fait, il faut en parler, que chacun se fasse son idée, mais pas juste répéter que une asso doit absolument utiliser que des outils open source. C'est sûr que c'est mieux, mais c'est pas, il y a pas toujours des alternatives, il y a pas toujours, et il faut comprendre pourquoi, tu vois, pourquoi. Est-ce que c'est juste parce que ça soit gratuit? Ça, c'est pas une bonne raison. Enfin, je pense qu'il faut payer aussi des fois pour des outils, des bons outils, quoi. Donc voilà. Par contre, utiliser Google parce que c'est gratuit sans comprendre quel est l'impact que ça a derrière, ça effectivement, c'est un problème. Et puis, moi, pour rebondir sur cette question-là, je crois aussi qu'il faut pas oublier que c'est un processus, c'est-à-dire le choix d'utiliser certains logiciels libres ou pas, c'est quelque chose qui peut changer dans le temps, quoi. Et nous, l'approche qu'on a pour le moment, c'est plus de se dire, ok, on est une équipe d'une dizaine de personnes, on n'a pas tous le même rapport au numérique et les mêmes facilités à l'utiliser. Donc d'abord, on va utiliser les outils les plus simples possibles, les plus ergonomiques possibles. Et bien souvent, ce ne sont pas des outils open source. En revanche, une fois que les gens, mais pour des raisons assez simples, qui font que le nombre de personnes qui développent les outils privés, ils sont beaucoup plus nombreux, la force de frappe est pas vraiment mesurable, quoi.
Mais en revanche, une fois que les gens sont persuadés de l'utilité de ce qu'ils utilisent, là, on peut réfléchir à une alternative open source parce que dans les usages, ça s'inscrit, quoi. Et nous, je pensais plus dans cette démarche qu'on s'inscrit que dans, dès le début, choisir, en gros, Satan ou le, ou le truc parfait. C'est pas du tout, voilà. Je crois que c'est un truc un peu plus nuancé, quoi. Ouais, non, mais t'as tout à fait raison. Enfin, il peut y avoir plein de critères, mais là, ce que tu dis, je trouve ça très vrai. Des fois, je pense qu'il y a des assos des fois qui échouent à embarquer leurs salariés, leurs bénévoles, etc. dans des nouveaux process parce que ils utilisent des outils qui sont peut-être open source, mais qui sont pas adaptés. Et en fait, si tout foire de toute façon, open source, pas open source, si t'as foiré ton truc et que du coup, ton action est entravée par des mauvais outils, des mauvais process, enfin, que ce soit, bah t'as tout perdu. Donc voilà, enfin vraiment là, justement comme tu dis, cette démarche, cette approche un peu que t'évoques, par exemple, c'est vraiment je trouve ça très intéressant, quoi. C'est bien de le souligner. Et ça, c'est quelque chose qui transcende un peu le no-code et le dev, etc. Mais la question du numérique en général, quoi. Non, mais on a fait un petit, pas un petit mélange, mais c'est la conversation là, elle a dérivé sur grosso modo, nos outils, nous en interne, petite équipe de 10 salariés. Et juste avant, on était sur la formation, mais juste pour faire le lien entre les deux. En fait, ce qui est intéressant là dans les formations qu'on construit, enfin qui est intéressant, je pense que c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est que on essaie de ce qu'on applique, ce qu'on essaie de s'appliquer dans notre équipe, les outils qu'on teste, grosso modo, on les teste aussi parce que ça nous permet on voit comment on construit, quel module on propose à la formation aussi en testant tout en testant sur notre propre association. On a des retours d'expérience et on construit du cours pour les jeunes en formation numérique et territoire. Donc c'est juste pour faire le lien avec, Bien sûr, ouais. ce qu'on disait. Mais Parce que justement, venons-en à ce moment-là un petit peu plus en détail dans la formation. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je saute toujours sur les occasions d'évoquer ces sujets-là comme que je trouve très importants sur le numérique, etc. Mais tu fais bien de recadrer un petit peu et donc revenons un petit peu sur la formation justement. Et puis après, on reparlera quand même un petit peu plus en détail aussi de justement ce que vous utilisez, enfin votre fonctionnement à vous, quoi. ouais. Dans la formation, plus le détail du coup des outils qu'on utilise. Ouais, un petit peu ouais, voilà, du déroulé, enfin parce que et après c'est un petit peu au-delà des outils, mais c'est important de savoir un peu les outils, mais aussi un petit peu la pédagogie, comment vous les avez formés. C'est ça qui va aussi m'intéresser forcément en tant que formateur, quoi. Ouais. Alors sur la pédagogie, l'idée c'est comme le public, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, c'est un public éloigné de l'emploi, qui est pas en formation, etc. Donc nous, on est assez attaché à ce que ça ressemble quand même pas trop à l'école, et c'est important pour que tout le monde se sente bien, parce que c'est un public qui peut être un peu en rejet de cette institution. Du coup, on a une pédagogie qui est quand même beaucoup par le faire, c'est-à-dire peu de cours théoriques, beaucoup de pratiques. Voilà, donc ça c'est un peu pour cadrer, et après on essaye vraiment de faire une chose un peu évolutive tout au long des 6 mois. Donc on va vraiment commencer par la base, c'est-à-dire ils vont arriver, ils vont monter un ordinateur, ils vont comprendre ce qu'il y a dedans, et voilà, on va rendre la chose un peu tangible, un peu réelle, un peu physique, et puis après petit à petit on va mettre brique après brique la compréhension de tout ça. Donc on va monter un ordinateur et puis en même temps on va avoir un cours sur l'histoire de l'informatique, voilà, pour comprendre un peu dans quel élan on se place. Ensuite, on va découvrir, on va reprendre un peu les bases du bureau, des raccourcis, d'être un peu efficace, voilà, de comprendre l'interface face à laquelle on est. Et puis on va avoir les premiers outils très simples, quoi. Ça va être les premières choses, c'est faire une présentation, un PowerPoint, etc. Utiliser Google Drive, enfin voilà. Et après, plus ça va, au début, on va mettre en place un peu les outils de travail collaboratif que toute la promotion d'étudiants va utiliser. Donc, par exemple Google Drive, mais ça va être aussi tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est Discord ou Slack, communication en interne. Voilà. Donc, on met un peu tout ça, c'est un peu la configuration de base pour commencer la formation. Et puis après, on va voir les outils un par un. Par exemple, je peux parler un peu de l'exemple des sites web. On va commencer avec Card, qui est un outil vraiment très simple pour faire des petits CV en ligne, se présenter soi-même.
Et puis une fois qu'ils ont fait ça, on va passer sur Weebly, puis sur Doric, puis à la fin on va être sur Webflow à la fin de la formation. Voilà. Donc on essaie vraiment de faire un peu une courbe d'apprentissage comme ça. On passe pas forcément trop de temps sur un outil parce que pour moi ça ils le feront après dans leur travail, ils se perfectionneront sur l'un ou l'autre outil. Ce qui est important, c'est qu'ils comprennent qu'il y en a plein, qu'on peut facilement apprendre en lisant la doc, en regardant les tutoriels, et qu'il y a quand même des logiques communes à tous ces outils, quoi. Voilà. Donc nous, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire pas de prosélytisme pour l'un ou l'autre, mais vraiment, C'est un parti pris qui est assez fort, hein. Tu vois, moi là-dessus, je sais pas forcément ce qui est le mieux ou pas. Je trouve que c'est un choix, tu vois, de se dire, en fait, du fait d'en voir plein, et justement de voir les trucs qui sont communs et aussi des fois les trucs qui sont pas communs et différents. Enfin, ça te permet de comprendre un contexte global de comment on fait un site web. Après, des fois, moi, je me dis, et là-dessus, j'ai pas la conclusion, hein, c'est qu'il vaut mieux peut-être investir plus de temps sur un seul outil, mieux le maîtriser, comprendre à travers celui-là, et puis continuer. Mais franchement, c'est intéressant de voir justement les résultats peut-être que vous avez un peu par rapport à cette approche, quoi. Un peu globalement sur la spécialité, parce que ça va préciser un peu, et ça va dans le sens de ce que tu dis sur avoir un parti pris de creuser à fond un numérique, un outil. C'est ce qu'on fait, puisque la formation numérique et territoire, elle a 2 spécialités au choix. Elle a une spécialité artisanat et une spécialité numérique. Ce sont des spécialités que les jeunes choisissent à l'issue des 4 mois de formation. Ils vont avoir les 2 mois et demi de fin consacrés à cette spécialité. Donc les jeunes qui vont être plutôt manuels, ils vont s'orienter sur un chantier école plutôt artisanat avec un artisan formateur. Donc eux, ils auront ces outils numériques déjà dont parlait Ludo, qui sont assez polyvalents. Ils auront déjà une base et dans leur futur emploi ou formation d'artisanat, ils auront cette base-là à exploiter. Et ensuite, une autre partie de la promo va se diriger vers la spécialité numérique. Et donc pendant 2 mois et demi, à travers un chantier école et donc un projet de territoire, un projet qui va avoir un impact sur le territoire, soit parce que c'est un artisan on travaille pour un artisan, on travaille pour une collectivité, on travaille pour une association. Avec cette équipe spécialisée numérique, on va creuser des outils bien particuliers. On va être plus sur du Airtable, on va être plus sur du Webflow, sur du Zapier, et on va vraiment creuser cette spécialité. Ouais, surtout c'est vraiment on a 2 mois en fait un peu d'agence web, quoi, ou d'agence de développement no code quelque part. Même si elle débute, etc. Mais les 2 derniers mois on fonctionne vraiment comme ça, et du coup là on se perfectionne sur des outils. Si on reprend un peu là dans la continuité, du coup après la partie web. Alors donc la partie web, je dirais que c'est ces 4 premiers mois là. Donc ça j'ai fait un peu l'évolution sur le web. Si je prends l'évolution un peu sur plus sur le côté data, on va commencer avec Excel ou Google Sheet à faire des choses toutes simples. Puis on va commencer à avoir quelques formules, etc. Ensuite, on va passer sur Airtable. On va refaire un peu la même chose, mais avec une approche plus donnée, plus modélisation. Voilà, qu'est-ce que c'est un objet, comment on le représente. Je dirais comment on traduit un peu la vie en langage informatique. Donc voilà, il y a un côté un peu comme ça. Et après, on va une fois qu'on a travaillé, on va travailler sur comment on visualise ces données et comment on peut les montrer. Et ça, on va notamment utiliser tout ce qui est les applications Airtable. Donc voilà, ça c'est pour la partie données. Il y a une partie un peu automatisation. Donc, mais ça c'est assez classique. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. On utilise Zapier et puis on fait des choses peut-être de plus en plus complexes, mais on n'a pas utilisé vraiment d'autres outils. Et après, je voulais ajouter quelque chose sur la partie app téléphone. Sur la partie applicatif, voilà. Et du coup, on fait aussi des applications mobiles. Alors ça, c'est pareil, on utilise plusieurs outils. Donc il y a Glide, Adalo, on a utilisé Draftbit, enfin voilà, plusieurs outils. Et là, on s'est plutôt attardé sur Adalo pendant le chantier école. Et on a fait notamment une application, les étudiants ont fait l'application du campus pour la prochaine promotion. En se basant sur eux, l'expérience qu'ils avaient de l'année en cours, ils se sont dit comment on peut faire en sorte de simplifier les choses pour les prochains. C'est malin de faire de s'outiller en utilisant les élèves. C'est les mieux placés puisque c'est les utilisateurs.
termes d'approche UX, c'est hyper malin de leur faire les outils pour ceux qui vont passer après, quoi. Ils nous ont fait cette appli, ils nous ont aussi fait le site internet du campus, donc territoire au pluriel commun au pluriel.fr. Ils ont fait ça sur Webflow et c'est eux qui ont fait les vidéos, toute l'interface, etc. et le design. Donc c'est encore une V1, mais ils nous ont fait un super truc, ouais, un super truc. Ils ont fait aussi une application alors ça c'est une stagiaire, mais dans l'atelier de fabrication, qui fait aussi office de matériothèque ou de ressourcerie, où on a plein de matériaux qui arrivent à l'atelier, et pour s'y retrouver et le mettre plus facilement à disposition des utilisateurs, elle a créé une application pendant son stage qui permet de classer, de répertorier, d'inventorier le matériel qui arrive. Donc ça c'est hyper intéressant, hyper pratique aussi. On a eu quoi d'autre? Ouais, je réfléchis à des exemples. On a eu un site de charpentier qui a été fait. Une appli pédagogique pour un apiculteur qui reçoit des enfants, qui cultive un miel très spécifique de l'abeille noire, qui est une abeille qu'on trouve plus particulièrement chez nous, ou qu'on trouvait à l'époque. Il a créé une application pédagogique pour répertorier l'abeille noire et plus particulièrement les insectes qu'on trouve autour. Donc ça a été un beau projet aussi. Il y a eu un site de vente en ligne de produits asiatiques. Ouais, pour faire des recettes et des plats asiatiques. En fait, pédagogiquement aussi, donc on fait des projets de territoire, mais aussi on commence à la base avec des projets qui tiennent à cœur aux jeunes. C'est-à-dire, alors on a fait ça cette année, ça changera peut-être l'année prochaine, mais on essaie au départ, pour les familiariser avec l'outil, on leur donne le choix, quoi. Grosso modo, c'est quoi vos passions? Ok, de quoi vous voulez parler? Bah, vous êtes passionné de skate, vous voulez faire un site de vente en ligne de skate ou je sais pas quoi, bah, hop, vous faites un site de skate. On leur laisse le choix. La première partie de la formation, c'est, voilà, ils s'appuient un peu sur ce qu'ils aiment faire, quoi. Donc là, on fait pas mal d'éducation aux médias aussi dans cette formation, d'esprit critique, grosso modo, que sont les médias, comment marchent les algorithmes de recommandation, etc. Là, cette année, on va le lier avec l'apprentissage d'outils web. On va créer par exemple un site internet, un média. On va créer un média complotiste. Donc avec eux, on va créer des fausses théories du complot et ils vont devoir faire le site internet, ils vont devoir rédiger, ils vont devoir faire des vidéos et en fait, à travers la création de fausses théories du complot, et la création de ce site, en fait, on apprend tout un tas de choses. On apprend on apprend à décrypter la narration des théories du complot, à comprendre les recettes, à faire un site internet, à mettre en scène. Donc à véhiculer des messages, à se servir des algorithmes de recommandation pour faire circuler notre théorie du complot. Enfin voilà, et en plus il y a un côté c'est fun. drôle que tu dises fausse théorie Ouais. du complot, parce que techniquement ça deviendra des vraies théories du complot si c'est des théories du complot tout court, quoi. Il y a eu des vraies théories il y a eu des vrais complots dans l'histoire, et donc avec des théories qui Oui, non, mais il y a eu des vérifiées. vrais complots, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, c'est pas sur le fait que enfin, non, mais on va pas faire les choses. C'est que les théories qu'ils vont faire, Ouais. elles peuvent être se diffuser comme d'autres théories du complot, en fait. Ouais, elle Tu vois ce pourrait. que je veux Ouais, dire? ouais. Mais c'est pour ça qu'on va quand même à ce projet, on va mettre des garde-fous. Hein. On va pas faire en sorte de lâcher. Bon après, hein. Enfin si, remarque, on pourrait essayer de faire la théorie du complot la plus efficace possible pour qu'elle se diffuse la plus efficacement possible. Mais bon voilà, c'est un exemple. C'est un exemple parmi c'est sympa. d'autres de ce qu'on peut Non, mais faire. c'est hyper intéressant, hein. Ouais, il y a plein, juste un projet comme ça, il y a plein de volets intéressants sous-jacents là-dedans, quoi. On touche pour étoffer un peu ce que dit Vincent sur, effectivement, on va toucher à plein de domaines, et en plus, dans les enseignements, on va le faire aussi. Je vois on prend l'exemple du site web, mais en fait, il va y avoir plein de métiers concernés, quoi. C'est ok, on développe en no-code, mais il faut faire de la vidéo.
Donc on apprend à faire de la vidéo, il faut rédiger du contenu. Donc on apprend à bien rédiger. Là, ils ont des cours de mise à niveau français et de rédaction, et on va travailler avec l'intervenant là-dessus pour qu'ils apprennent à rédiger du contenu. Il va falloir faire des photos. Il y a un photographe qui va venir. Ils vont apprendre à faire des photos de base, de produits, etc. Et en fait, on essaie un peu de toucher l'ensemble des métiers concernés. Et évidemment, ils sont pas du tout experts dans chacun de ces métiers. Mais en revanche, ils savent comment ces métiers marchent, de quoi ils ont besoin, et ils sont en mesure après d'échanger plus tard en poste avec des partenaires ou des prestataires qui font ces boulots-là. Et ça, c'est assez important qui maîtrisent tout cet écosystème. On a pas mal d'heures aussi de communication visuelle, parce que c'est important aussi. Enfin, c'est un retour d'expérience intéressant. Peut-être ce qui est marrant, c'est que tous ces outils pour apprendre à faire des sites internet ou des applis, ils proposent des templates qui sont souvent très très bien faits, quoi. Enfin, qui peuvent en tout cas pour un besoin de base faire très bien l'affaire. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit que les jeunes, quand ils arrivent face à ces outils, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils dégomment tous les templates. C'est-à-dire, ils choisissent un template et en fait, ils passent leur temps à changer les couleurs, à changer la mise en forme, etc. Et on a un site assez imbuvable au final. Mais et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, c'est important quand même de mettre l'accent sur la partie communication visuelle, parce qu'on apprend à leur donner, on leur donne aussi des codes finalement. Alors là, on forme pas des artistes, hein, on pourrait former des jeunes qui ça serait marrant de dégommer tous les codes et d'imaginer de faire carrément autre chose, mais là on est quand même quelque chose d'assez où on vise l'efficacité, une finalité commerciale, Bien sûr. etc. Et donc voilà. Non, mais il y a quelques grands principes et quelques grandes règles à communiquer. Enfin, tu vois, dans notre formation à Dalo, par exemple, il y a une vidéo d'Erwan qui donne justement des grands principes de design, de communication visuelle, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui manque vachement il y a beaucoup de makers, nos codeurs, nos codeuses qui se jettent dans les outils, en passant par l'angle technique, mais qui oublient que, enfin, tout le monde n'a pas un œil, enfin, même d'ailleurs, c'est pas une question de talent et d'œil, hein. Finalement, c'est une question aussi de juste, si on ne sait pas faire tout ça, bah, il faut juste appliquer quelques principes. Et puis voilà, parce que sinon, c'est facile de faire des trucs très moches, quoi. Bon, après, sinon, moi, j'étais curieux de savoir un petit peu sur votre retour d'expérience par rapport à tout ça, justement, tout ce que nous avez évoqué. Plus particulièrement, si on fait un petit focus un peu sur les outils no-code, quoi, vraiment. C'est quoi les points qui les ont qui ont été les plus compliqués? Et peut-être à l'inverse aussi, qu'est-ce qui vous a surpris qui a été plus simple que prévu dans l'apprentissage? Alors, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce qui a été le plus simple? Peut-être le plus compliqué d'abord, hein, si tu préfères. Non, mais... Est-ce que, par exemple, moi j'ai une question, enfin très concrète, hein, peut-être pour vous guider, mais tu vois, par exemple, sur Airtable, est-ce que vous avez facilement réussi à justement ce que tu évoquais tout à l'heure, transmettre cette vie, enfin comment modéliser des données, tu vois? Non, alors ça... C'est bête, mais ça, c'est... Ouais. Non, ça clairement, c'est la partie compliquée, quoi. C'est le relationnel, les relations entre les différentes tables, tout le modèle de données, c'est compliqué. Donc ça, non, c'était plutôt quelque chose de dur pour eux. Mais du coup, c'était quelque chose sur lequel moi j'étais en soutien, quoi. Donc je le faisais avec eux et on questionnait ensemble, mais ils avaient besoin de moi pour le mettre en place, clairement. C'est normal, hein. Enfin, je pense que nous on le voit dans nos formations, hein, c'est un des points les plus complexes, mais justement c'est pour ça que j'étais curieux de... En fait, les deux choses compliquées, c'est ça, et on a passé beaucoup de temps là-dessus, et sur Webflow, mais en fait, c'est quand même tout le système de design, il est basé sur le CSS, et donc si on n'a pas une compréhension un peu de ce code informatique-là, eh bien, on se complique quand même pas mal la vie. Donc ça, je dirais que c'était les deux choses un peu plus compliquées. Après, les choses assez simples, en fait, c'est tout ce qui est automatisé, en fait, parce qu'une fois qu'ils ont compris comment brancher Airtable avec Adalo et qu'ils récupèrent les données de l'un à l'autre, etc., pardon. Alors, il y a besoin de réfléchir, mais c'est que le travail est quand même beaucoup pré-mâché, et ben ils font vite des choses assez puissantes, quoi. J'y pareil sur des éditeurs de sites comme Doric, par exemple, où là, c'est un peu la régalade, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont vite, c'est tout de suite joli. Donc là, je dirais que ça, avec les outils un peu débutants intermédiaires, ça marchait très bien. Et effectivement, dès qu'on est passé un peu aux outils qui sont plus quasiment low code, en fait, et ben du coup là, ça devient évidemment plus technique, quoi.
Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu soulignes sur Webflow. Je pense que c'est un outil extraordinairement puissant et c'est un outil très populaire dans l'écosystème no-code. Mais moi, très franchement, si tu connais pas le HTML, le CSS, en fait, tu peux pas t'en servir quasiment, quoi. C'est les gens, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un outil extraordinaire, c'est parce que c'est un outil qui simplifie la vie des gens qui connaissent ces choses-là et pour plus avoir à se taper des lignes et des lignes de HTML et CSS, mais en fait, partir de là, et c'est là où, tu vois, je trouve que ce que tu disais tout à l'heure, la progression de partir d'outils très simples et de monter progressivement peut aider à outrepasser ça. Néanmoins, à mon avis, il y a quand même des concepts fondamentaux. Je sais pas, je veux dire juste les unités, par exemple, de taille de CSS que tu es obligé de partager aux gens avant qu'ils se jettent dans Webflow, quoi. Et je parle pas même pas du côté design, parce que ça, c'est encore un autre sujet, quoi. De savoir ce qu'on veut designer dans Webflow, quoi. Ouais, complètement. Et je pense que c'est là un peu où il y a une orientation qui est différente selon les étudiants et les gens de manière générale. C'est ok. Donc soit c'est un truc qui me branche vraiment et moi je veux faire du site internet et du coup je vais me professionnaliser là-dedans et je vais faire que ça. Et du coup là je vais apprendre. Ou alors je veux juste être en mesure de faire une mini vitrine, une mini page d'accueil pour un tel ou un tel. Et dans ce cas-là je vais utiliser les outils plus simples et je vais pas aller vers ces outils techniques-là. Mais je pense que la rupture elle est un peu là et elle va vraiment se faire en fonction de qu'est-ce que je veux faire, quoi. Si je veux lancer une autre activité, j'ai pas besoin de faire du Webflow, j'ai juste besoin d'une page vitrine. Si j'ai besoin de tout un processus d'inscription en ligne, etc., va falloir que je bosse un peu le truc, quoi. Donc effectivement, la démarcation que tu fais, elle est assez juste. Carrément. Et alors, dites-moi un peu, c'est hyper intéressant tout ça. Vous avez des nouvelles promos. Est-ce que par rapport un peu peut-être aux conclusions que vous avez tirées, est-ce que vous allez faire des nouvelles choses dans les futures promos? Comment le no-code va s'inscrire un peu à l'avenir là dans ce que vous allez faire? Et après, on passera peut-être un peu plus à votre fonctionnement en tant qu'asso. Ok. Mais ce qu'on change nous, dans les prochaines promos, c'est on passe sur un mode vraiment un module de cours, une production. On veut que nos étudiants produisent encore plus parce qu'on est assez attaché à ce qu'ils produisent des objets, qu'ils puissent voir, qu'ils soient numériques ou pas. Mais ça c'est important. Qu'est-ce qu'on... Ça ne concerne pas forcément le no-code, mais c'est plus la partie bureautique informatique. On va s'appuyer beaucoup plus sur l'outil Pix. Je sais pas si ça te parle, c'est notamment sur la médiation numérique. C'est un outil qui a été développé à la base par une start-up et puis qui aujourd'hui est repris qui a été repris par l'État et qui est déployé à l'échelle nationale. Mais c'est un outil assez intéressant pour grosso modo pour évaluer les compétences. Non, voilà, c'est ça évaluer les compétences et parfaire son niveau sur certains points spécifiques bureautique informatique. Donc on va s'appuyer un peu plus là-dessus. Je crois que on a évoqué en fait dans ce podcast d'ailleurs cet outil parce que ça a été repris, ça a été créé dans le contexte des startups d'État de Betagoo, ouais. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était un des projets. Ouais, tout à fait. Voilà. Après, on va, qu'est-ce qu'on va changer d'autre? On a. Non, je crois que c'est à peu près. Après, je pose la question, mais c'est pas obligé de tout changer. Si ça marche bien. Non, mais c'est intéressant, par exemple, ce point-là, de se dire il faut qu'ils produisent encore plus. Ça, c'est un très bon point. Non, il y a ça. Et puis pédagogie vraiment par la pratique, par projet, etc. C'est très important, quoi. On peut peut-être glisser 2 mots aussi sur le contenu un peu contournement qu'on a fait. Et ça, on va le changer l'année prochaine. On va en faire un peu plus. Et en fait, nous, ça nous sert, c'est une super base d'initiation. Et en plus, moi, en tant que formateur, du coup, d'avoir ce contenu-là qui est déjà prêt, qui est giga efficace, et de pouvoir après être là en aide avec les étudiants et éclaircir 2-3 points ou les faire pratiquer ou expliquer certaines choses. Ça, c'est un truc qui a bien marché cette année. Et du coup, on va étoffer un peu aussi ce truc-là l'année prochaine. Et donc ça, c'est super d'avoir. Pour donner le contexte, et corrigez-moi d'ailleurs si je me trompe parce que c'est Erwan qui a géré ça, mais en fait du coup vos élèves ont suivi la formation d'initiation qu'on propose, c'est ça, hein? Ouais, c'était initiation Weebly, Zapier, Airtable. Donc c'est ça. Avec un panorama un peu du no-code et puis un projet fil rouge. Exactement. Ok. Donc je disais c'est une formation qui a très bien marché et en fait on s'est rendu compte aussi que ce qui a été vachement valorisant aussi pour eux,
c'est en tout cas c'est leur stage. Ils ont un mois de stage pendant cette formation et pendant un mois, ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont appris et notamment développer des outils dans des assos, dans des collectivités, dans des entreprises, etc. Et pour tous, ça a été un tournant ce stage parce qu'ils se sont rendus compte que concrètement, ils pouvaient apporter quelque chose dans la structure dans laquelle ils étaient. Et cette valorisation, elle va un peu de pair avec du coup ce qui s'est un peu passé avec le partenariat contournement territoire commun, c'est-à-dire que Erwan est venu et a participé à une rencontre avec les jeunes en visio. Il a valorisé via la newsletter une action qu'une jeune avait faite dans une asso d'éducation populaire dans des banlieues de Bayonne. Et en fait, ça a eu un fort impact sur ces jeunes-là qui sont éloignés de l'école ou éloignés de la formation ou éloignés de l'emploi pour des raisons souvent parce qu'ils sont tenus en échec. Et là, tout d'un coup, ils réussissaient quelque chose et on mettait en valeur ce qu'ils réussissaient. Et je trouve ça peut être intéressant même pour la suite dans les partenariats, dans les choses. Bon, vous avez des axes de développement, beaucoup d'axes de développement et voilà. Mais je sais que vous organisez des hackathons, des choses comme ça. Vous essayez de cultiver et de fédérer cette communauté du no-code en France. Et je crois que c'est intéressant de prendre en compte les jeunes en territoires ruraux parce que je pense que ça amène un peu de diversité dans les publics du no-code, je pense, et puis ça va amener de la richesse et Bien sûr. ça va créer des ponts et des liens qui sont hyper intéressants, notamment pour ces jeunes-là qui en ont besoin, quoi. Ouais, et puis surtout enfin, l'agence web du coin ou l'informaticien du coin qui peut te dépanner et tout, ici il n'existe pas. Les compétences elles sont pas là, quoi. Donc c'est d'autant plus important de diversité. Non, bah nous, on croit beaucoup à cette mission de démocratiser le no-code en général et partout, quoi. Et pas et c'est une des choses que peut-être le confinement et le Covid nous ont permis de faire beaucoup plus vite, c'est diffuser tout ça partout et aussi grâce à des initiatives comme la vôtre, partout dans les territoires, en région, dans les dom-toms, ces choses-là, quoi. Alors qu'au début, nous, on avait prévu de faire des formations physiques que à Paris parce que c'est là où on était, même si on avait toujours cette envie, parce qu'on l'avait déjà aussi vécu à Saint-Plon d'amener ça un peu partout, parce que sinon ça marche pas en fait. Si le no-code c'est que pour les start-upers parisiens du Sentier et du 9e, on aura raté quelque chose, quoi. Mais bon, a priori ça on n'a pas raté parce que ça s'est bien diffusé et il faut continuer. Et je suis aussi vraiment super d'accord avec ce que vous dites. Ça amène cette diversité. Moi, j'y croyais déjà beaucoup dans les milieux techniques, dans le dev, quoi. Et ça, je suis très d'accord. Donc d'ailleurs, j'espère que, je sais pas si, enfin, tous vos élèves ou quoi se sont inscrits sur le Slack de No Code France, mais en tout cas, qu'ils n'hésitent pas à le faire et qui viennent contribuer et participer, nous aider à construire cette communauté, quoi. Ouais, il y en a deux ou trois plus particulièrement qui suivent pas mal, ouais, du coup, qui sont bien engagés là-dedans, quoi, dans leur Cool. métier aujourd'hui. Bah, j'imagine après que effectivement, hein, par rapport à ce que vous disiez, hein, il y en a aussi après qui vont vers des choses un peu différentes, mais ce socle numérique, à mon avis, surtout pour les jeunes, mais pour tout le monde en réalité, il est très important, quoi que tu fasses de ta vie, quoi. Et surtout si on t'aide un petit peu à comprendre les enjeux éthiques, etc. Enfin, bon, pas reboucler sur le sujet du début, vous avez tout ça, enfin évoqué tout ça vraiment très bien. Si on peut revenir un petit peu dans le temps qui nous reste, un petit peu sur comment vous fonctionnez et peut-être vous un petit peu comment ce que vous utilisez comme outil no-code pour faire fonctionner l'association. Et aussi, il y a une autre question, comme ça je pose toutes les questions, puis après vous faites ce que vous voulez, c'est une très, très mauvaise pratique à mon avis, il faut plutôt poser des questions une par une, mais bon. Mais c'est pas grave. Et aussi, moi ça m'intéresse d'avoir un peu la perspective de Ludovic, du coup, sur ce côté plus du no-code quand on est dev, quoi. Parce que finalement, pas tant que ça... Enfin, on voit qu'il y en a de plus en plus, mais ce côté développeur pragmatique que nous, on essaye aussi de mettre en avant, de valoriser... donc voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Vous dites ce que vous voulez là-dedans, quoi. Ok. Alors sur les outils, peut-être je commence sur les outils internes à l'association. Ouais, vas-y. Ouais. Enfin, on y va vraiment petit à petit. On a donc ce qui était assez, on a commencé en fait il y a 1 an à mettre en place tous ces outils-là. On a fait une espèce de petit diagnostic en interne. Sur en gros moi qu'est-ce que je connais du numérique, de quoi j'ai besoin, quoi.
qu'est-ce qu'on remarque dans l'association. Donc vraiment, c'était les premiers trucs, c'était en fait, on rate plein de rendez-vous, ou alors on n'arrête pas de les recaler parce que on peut pas avoir l'agenda des autres. Moi, j'en ai marre d'être appelé le soir après 18h sur mon téléphone. Enfin, c'était des choses très très variées, quoi. Donc on a rassemblé tout ça, ça a pris une bonne journée. Et ensuite, on a identifié plusieurs groupes, donc communication interne, gestion du stress, etc. Et donc, plusieurs grands domaines. Et après, on a essayé d'organiser, quels outils on met en place sur chacun de ces items-là. Ça, c'est pour la démarche. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme outil maintenant? On a une suite de travail, donc ça, c'est un peu la chose simple, Google. Donc du coup, on a un Gmail d'entreprise avec un Drive d'entreprise. Et en fait, rien que ça, d'avoir des drives partagés, pas des drives personnels, ça résout toute la question du stockage, du tri des dossiers pour les autres, qui est là, il est pour tout le monde pareil. Ça permet derrière, et là je parle plus en tant que développeur, on peut faire un peu de code en AppScript ou avec Firebase, donc en fait de faire des petits bouts de code qui vont par exemple je sais pas moi automatiser une rentrée de facture dans un document Excel, ou enfin voilà. Donc ça, il y a toute une partie plus organisation, voilà, mail, agenda, drive là-dessus. Ensuite, on a utilisé Airtable pour centraliser un peu toutes les données métiers qu'on a. Donc ça, c'est notre base d'adhérents associatifs. Donc toutes les inscriptions, elles se font via un formulaire Airtable. On suit à jour qui est à jour de ses cotisations, qui est-ce qui les reprend. Du coup, on a des ateliers, qu'on a des gens qui viennent nous voir au café, on a cette liste d'adhérents qui est disponible. On a aussi sur Airtable tout ce qui est lié à la formation, donc les inscriptions des étudiants, leur candidature, l'emploi du temps, leur suivi. Du coup, Airtable, ça nous permet d'éditer des emplois du temps pour les élèves, mais aussi pour les intervenants, chacun son emploi du temps particulier. Ça permet à certains intervenants de décompter leurs horaires. Donc voilà, donc il y a un côté aussi un peu RH, suivi métier, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais sur Airtable, on fait aussi chaque formateur de l'équipe pédagogique a un espace particulier. Oui. Ça, c'est Airtable aussi? Oui, alors non, ça c'est avec Bubble. Ouais. Avec Bubble, on a fait une petite un petit intranet où chaque formateur effectivement peut se connecter. Il a accès à des documents privés. Il a accès à des informations sur les journées qui se sont passées, comment les cours se sont passés. Il peut mettre des notes, pas des notes, pas des étoiles, attention. Des commentaires. Des commentaires sur un peu ce qui s'est passé dans la journée. Ouais. Donc voilà. Un carnet de route, quoi. Un carnet de bord, je sais pas comment dire ça. Complètement. On a l'application. Ça, c'est toi qui l'as fait, la partie Bubble? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. On a toute une partie aussi pour l'association qui gère les factures et les notes de frais. Donc ça, c'est pareil, c'est avec Airtable ou un petit formulaire en ligne. Donc c'est assez chouette parce que ça permet de les envoyer en PDF, ça tombe directement dans la compta, c'est enregistré. Voilà. Donc ça marche bien. Et après j'ai rassemblé un peu tout ça avec Adalo dans une application sur téléphone. Donc l'idée en fait c'était de dire ok, on a tous ces outils, ces formulaires, etc. Mais le problème c'est qu'on a nulle part où les rassembler. Donc on a besoin d'un espèce de mini site internet. On dit voilà, ça c'est le formulaire pour enregistrer une adhésion, ça c'est le formulaire pour enregistrer une facture, ça c'est le formulaire pour déclarer que j'ai fait des heures supplémentaires, etc. Et j'ai tout rassemblé sur une mini application qu'on a tous sur nos téléphones en interne et qui nous permet d'accéder en gros aux fonctionnalités les plus importantes tout au long de l'année. Voilà, et en fait, dans ce truc, si je peux un peu étendre sur ce truc de rassembler tout au même moment, là, on se pose un peu la question de Notion aujourd'hui, et de se dire, en fait, Notion permet un peu de tout rassembler, tout trier, tout éditorialiser. Donc, je crois qu'on aimerait bien avancer vers ça. Après, il y a la question il y a une petite courbe d'apprentissage. Faut que tout le monde s'y mette. Mais on est sur cette problématique. Ouais, grosso modo, on est en train de tester Notion à deux, Ludo et moi sur des parties, sur la partie formation principalement.
Et puis après, on va voir ce que ça donne et effectivement, on va voir comment après, est-ce qu'on transmet cet outil aux autres, est-ce qu'on le garde pour nous, mais là pour l'instant, on est en phase de test là-dessus. Et ainsi, quelque chose aussi qu'on a fait, c'est que j'ai utilisé Airtable comme base de données de points de vente du café associatif. Donc en gros, toutes les ventes qu'on fait pendant l'été, j'ai codé une application, donc les applications Airtable là, et du coup on a notre logiciel de caisse qui est sur Airtable. Et ça c'est super parce qu'en fait ça nous permet de voir en temps réel les ventes, le stock qui va nous manquer, s'il y a un besoin d'un coup de main, le nombre d'adhérents qu'il faut mobiliser, etc. Donc ça c'est un outil aussi qui nous a beaucoup servi. C'est hyper intéressant. J'en profite du coup, et du coup ça lie un peu avec le sujet du dev. Mais est-ce que c'était, enfin compliqué, c'est un peu con comme question, mais comment t'as trouvé l'expérience de coder une application en Airtable? Est-ce que moi j'ai regardé, j'ai eu l'impression que c'était assez bien documenté, mais je suis pas allé jusqu'au bout du process. Est-ce que tu as un feedback un peu là-dessus? Parce que moi, c'est un des axes de développement, entre guillemets, que je vois beaucoup pour les gros projets Airtable, c'est de faire coder une partie, quoi, Ah sous non, la forme d'application. moi j'ai trouvé ça super parce qu'en fait alors là c'est peut-être un peu technique, mais du coup j'étais sur React. On a le droit à 5 minutes de technique Ouais, par épisode. trop bien. Non, mais du coup, tu peux utiliser React, donc qui est un framework qui est un des plus utilisés dans le développement JavaScript. Euh, et du coup, tu codes juste vraiment la partie, mais qui toi t'intéresse, c'est-à-dire toute la gestion des données et tous les formulaires et tout ce que tu peux faire avec Airtable, tu le fais côté Airtable sans coder. Et toi, après, tu fais juste ta vue en fait de données et tes fonctionnalités bien spécifiques que tu peux pas faire avec Airtable. Et moi, j'ai trouvé ça super agréable parce que l'expérience de code, elle est la même que quand tu développes une application React, mais avec une grosse partie en moins. Et le résultat, il est assez immédiat, quoi. Donc, non, moi, j'ai trouvé ça super agréable. Ouais. Et juste concrètement, enfin par curiosité, ça se représente comment? C'est-à-dire qu'à la caisse du café, il y a une page Airtable avec ton appli dans les apps, quoi, qui s'affiche. Enfin, ça. En fait, on a un ordinateur de caisse, il y a un raccourci sur le bureau qui est un lien internet qui lance la page Airtable, mais qui lance l'application en plein écran. L'application que j'ai codée sur Airtable Ouais, en plein écran, voilà. Et puis, d'accord. après, tu ouvres ta caisse et puis tu as les produits, etc. Et tous ces produits-là, en fait, ils sont enregistrés dans Airtable, quoi. Donc, si tu veux Ouais. rajouter un produit en stock, tu rajoutes une ligne dans la base Airtable et hop, sur l'application, tout de suite, tu as ton produit qui apparaît, etc. Donc, il y a vraiment ce côté un Ouais, ce qui est peu. super, c'est que en termes d'ergonomie ou quoi, tu pourrais faire un truc même, enfin visuellement, ça pourrait ressembler à ce que tu veux, quoi. Tu pourrais mettre des gros, enfin si, je sais pas, si t'as un écran tactile, tu pourrais mettre des gros boutons pour C'est appuyer. Je sais pas si on imagine que c'est quelqu'un, tu vois, qui est, je sais pas, je veux dire une connerie, tu vois, quelqu'un qui sait pas lire, qui s'occupe de la caisse, tu pourrais lui mettre des icônes. c'est ce qui est fait, ouais. Enfin, c'est là où on peut transcender un peu le truc, quoi. Ah, complètement. C'est dommage, là, j'ai pas de. Ouais, il faudrait que en même temps, c'est un podcast, mais il faudrait que je t'envoie un screenshot pour te montrer. Mais ça ressemble vraiment à un logiciel de caisse de base, quoi. Et c'est tactile, etc. Ok. Donc c'est la même Ok, chose. très bien. Non, je serais curieux que tu m'envoies effectivement, moi pour curiosité. Après, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu les limites de l'exercice, mais je pense que tu l'as assez bien décrit, donc les gens pourront imaginer. Mais non, mais je trouve que c'est un super usage parce que ça montre que en fait, il y a jamais de limite quasiment. Si on peut travailler avec des développeurs pour Hum. remplir un peu ce qui n'est pas possible avec Airtable de base, quoi. Moi, j'aime bien cette idée que ça s'affiche dans le contexte d'Airtable avec ces apps et que éventuellement tu pourrais avoir d'autres, je sais pas, d'autres apps pas loin qui sont elles des trucs, des apps natives de Airtable, quoi. Ouais, complètement. Et moi, l'expérience globalement, hein, en tant qu'ancien développeur, que je fais de ces outils-là, c'est que, alors c'est sûr, il y a des choses que je peux pas faire. Mais en fait, parfois les choses que je peux pas faire, c'est très bien. Ça veut dire que c'est des fonctionnalités qui sont peut-être pas si intéressantes que ça. C'est-à-dire que souvent, on va s'inventer, on veut ouais, absolument telle fonctionnalité, et en fait, elle existe un peu différemment avec un autre truc, et c'est déjà très bien. Mais moi, l'expérience que j'ai de ces outils-là, c'est que ça me fait gagner un temps fou. Tout ce que je fais pour l'association, enfin, les outils no-code, ils sont vieux, quoi. Dreamweaver, ça a 25 ans, et c'était un outil no-code qui permettait de faire des sites internet. Mais aujourd'hui, moi, ils me font gagner beaucoup de temps et je ferais pas tout ça pour l'association aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a des fonctionnalités qui passent peut-être un peu à la trappe, etc. Mais globalement,
on s'y retrouve 1000 fois, quoi. Pareil pour tous les sites internet qu'on a fait, que ce soit de l'association, de la formation, des événements, etc. Bah, en fait, un site internet en 13-15 heures, c'est fait, quoi. Donc, je fais une bonne dose de travail et hop, ça sort et c'est parti. Bah, avant, le développement, ça m'aurait pris peut-être 10 jours. Et en fait, ces jours-là, bah, enfin voilà, ils sont juste gagnés, quoi. Il y a pas de. Ouais, non. Et puis, en plus, à la limite, par exemple, pour un événement, un truc comme ça, c'est la personne qui organise l'événement qui peut faire le site, quoi. Bien sûr. En utilisant un outil simple, un Doric ou un truc comme ça, Ouais. là, tu gagnes encore plus de temps. C'est pas toi, et toi, tu peux te concentrer sur les trucs où tu as de la valeur ajoutée, comme coder un logiciel de caisse, quoi. Ah bah ouais, sur la Donc, partie administration du contenu et du site, il y a plus du tout de travail ni d'apprentissage. Alors si je prends même WordPress, qui est quand même le plus connu, bon, il faut se faire un peu à son interface d'administration, quoi. Quelque chose comme Doric, on clique, on modifie le texte, et puis c'est fini, quoi. Donc, Ouais. non, ça fait gagner un temps fou. Ouais. Ok, bon bah super, franchement tout ça a été hyper intéressant. Est-ce que vous documentez un peu tout ça, sur votre fonctionnement en tant qu'asso? Je sais pas, alors, ça peut prendre du temps, ce serait hyper intéressant, hyper inspirant pour d'autres assos. Enfin, je sais pas, peut-être déjà il y a des choses que vous faites. Non, on documente pas beaucoup. Enfin, on documente pas beaucoup. On a malheureusement pas trop le temps de faire ça. On C'est un peu l'idée du Notion en interne. C'est quand même de rassembler ça et de documenter pour que tout le monde puisse prendre en main ces outils, les utiliser et savoir dans quel contexte. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais en gros, enfin, vu que l'équipe grandit, on risque d'être amené à documenter un minimum. Et après, il y a des modèles. On réfléchit un peu. On réfléchit quand même un peu à comment on peut transmettre ça aux autres associations, faire un peu de conseils, quoi. C'est-à-dire, bah, nous, on a l'outil, on vous le file et on vient vous expliquer comment le mettre en place. Et ça, c'est une réflexion qui est là depuis quelques mois seulement, quoi. Ok, bon bah peut-être que ce podcast sera la première brique alors justement de cette documentation, mais c'est chouette de pouvoir partager. Et, enfin, tenez-moi au courant en tout cas si d'autres choses, nous on sera très content de les partager parce que je pense vraiment que toutes les associations ont besoin de ce genre de choses que vous avez évoquées. No code, pas no code, mais parce que la documentation finalement après c'est au-delà des outils, les process, le fonctionnement, je pense que ça peut faire gagner beaucoup de temps des gens qui n'ont pas l'habitude d'inclure le numérique dans leur manière de fonctionner, quoi. Ouais, complètement. Où est-ce qu'on peut vous suivre déjà pour avoir des nouvelles de la Smala, pour suivre un petit peu tout ça, et puis vous aussi à titre personnel, vous êtes actif sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn? Oui, on est pas mal actif sur Facebook parce que c'est un média que nos adhérents Privilégie. privilégient. On est actif aussi sur Instagram. On a une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos, notamment un webinar qu'on a fait autour de l'info et des théories du complot. LinkedIn et Twitter. Moi, sur mon compte personnel, j'essaie de relayer pas mal de choses qu'on fait, mais on n'a pas de compte. On n'a pas une page Smala encore. Notre communication est encore perfectible, mais on essaie de communiquer au maximum. Ouais. On n'a pas de. Ouais. On a un compte Twitter, mais on y va une fois tous les 3 mois. Voilà. Principalement Facebook, Instagram et YouTube, on va dire. Et puis nos sites, du coup, avec un site la-smala.fr. Qui va bientôt sortir. Ah oui, que tu as enlevé du coup pour faire. Ok, donc là on a plein de sites qui sortent qui vont être super beaux grâce à Ludo et au no-code. Celui qui est en ligne, territoire avec un s-commun avec un s.fr. Voilà, pour suivre toute notre offre de formation. Ok. Voilà, et puis parfait. Là, à passer dans les Landes. Bah moi, j'essaierai de le faire avec grand plaisir. Que de voir maintenant qu'on a évoqué tout ça, de voir ça en vrai. Bah, on a de la place pour organiser des actions. Bah ça, je suis sûr que vous en avez parlé en plus avec Erwan. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Ludovic, pour te suivre, LinkedIn, Twitter aussi ou... Alors pas du tout. Moi, on peut pas me suivre. Non. Et c'est pas très bien comme ça. Qui va trop vite. Non, moi, je me suis désengagé des réseaux. Pas de souci, je comprends aussi, mais c'est pour ça que je posais la question au cas où. Eh ben, merci beaucoup à vous deux, c'était très intéressant, tenez-nous au courant, et puis voilà, est-ce que vous êtes inscrit sur le Slack de No Code France? Oui. Par contre, c'est important.
Oui. Et ben comme ça, quand l'épisode sortira, je vous pinguerai dessus et puis on pourra continuer la discussion là-bas. Si les gens ont des questions ou veulent en savoir plus, on pourra continuer la discussion sur le channel Podcast Contournement. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi pour cette invitation. Merci beaucoup. Et au plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi. Je trouvais que c'était vraiment un super exemple, hyper inspirant. J'espère pour les associations. Alors, je ne sais pas si vous travaillez dans une association. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur partager cet épisode. Parce que vraiment, je pense qu'ils devraient s'inspirer de l'exemple de la SMALA, même s'ils ne travaillent pas forcément sur le sujet de l'insertion, mais au moins sur le fonctionnement. On y revient toujours, ce fameux sujet d'Ops qui me passionne et que j'ai envie vraiment de pousser le plus possible. Et vous savez que c'est aussi un peu la mission de Contournement. N'hésitez pas d'ailleurs à recommander nos formations à ces associations, pourquoi pas, ça pourra les aider s'ils ont été inspirés par l'épisode. Si vous-même vous travaillez dans une association, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites dans le code, ça m'intéresse. Et puis, venez sur le Slack de No Code France, comme d'habitude, channel Podcast Contournement, pour débriefer. Ludovic et Vincent y sont aussi, on pourra en parler, on pourra creuser, vous pourrez leur poser si vous avez des questions que j'aurais oubliées, ça peut arriver. Pas toujours le temps d'évoquer tout ce qu'on voulait. Et puis, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode. Les prochains épisodes, je ne vais pas vous dire exactement parce que je suis en train de les enregistrer, je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir, mais on va parler avec des éditeurs no-code, on va parler avec des gens qui travaillent dans les ops, notamment ça va être quelque chose qui va revenir dans pas mal d'épisodes. Et je suis en train de préparer aussi peut-être 1 ou 2 épisodes sur le sujet du low-code. Voilà, donc ça, vous savez que c'est un sujet qui me tient pas du tout à cœur, mais justement, j'ai envie d'explorer quand même pour pas être bête et pour pas dire des conneries, et vous aussi un petit peu partager ça avec vous. Voilà, même si on pense que le no-code est la révolution, le low-code mérite quand même qu'on s'y intéresse. Donc voilà, écoutez, on s'arrête là, tout simplement. Venez, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve sur le Slack de Contournement, enfin de No Code France, sur le channel, et en privé aussi, vous pouvez nous écrire, et sur les réseaux, et où vous voulez. Allez, à très bientôt.